Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Super content de te retrouver pour l'épisode 16 de Ensemble, Impactons Demain. Et aujourd'hui, on va parler de l'aménagement de nos agglomérations. Alors en fait, cet épisode, il fait un peu suite aux deux épisodes précédents que j'ai fait sur le GIEC et sur son rapport de synthèse. Si tu ne les as pas écoutés, je t'invite à le faire. C'est l'épisode 14 et l'épisode 15 de l'émission Ensemble, Impactons Demain. Et donc aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de solutions très concrètes qui sont envisageables et envisagées par certains élus. Et donc, pour ça, je vais partir d'une déclaration qui avait été faite par le secrétaire général de l'ONU en octobre 2019, qui nous disait que plus de la moitié des habitants de la planète vit actuellement en ville et que d'ici à 2050, ça devrait être le cas, de 2 personnes sur 3 sur la planète. Et donc, au niveau mondial, on sait que les villes, les agglomérations, elles consomment plus des 2/3 de l'énergie. Et elles sont à l'origine de plus de 70% des émissions de CO2. Donc on a aujourd'hui 50% de la population mondiale qui vit dans des villes et qui consomment plus de 2/3 de l'énergie et qui sont à l'origine de plus de 70% des émissions de CO2. Tu vois un peu la problématique que j'essaye d'aborder là. Alors, comme d'habitude avec les chiffres, faut les nuancer parce que comme toujours, il reste sujet à interprétation. Si on prend l'exemple que je viens de te citer, en fait, ce n'est pas uniquement les installations urbaines et matérielles qui sont responsables de l'entier des 70% d'émissions. Par exemple, on pourrait parler de la question des revenus. On sait que les ménages les plus aisés, les plus riches, c'est eux qui produisent le plus d'émissions et en général, ces ménages-là, ils sont plutôt citadins. Du coup, on attribue les émissions qu'eux produisent aux espaces urbains. Mais malgré cela, on sait aussi qu'il y a de nombreux points d'amélioration au niveau urbain et c'est d'ailleurs une des conclusions du dernier rapport du GIEC dont je t'ai parlé dans les 2 épisodes précédents et que si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à aller les écouter. Alors voilà, fort de ce constat, aujourd'hui, je te propose une présentation d'un projet de loi qui vient d'être adopté en France, qui a été adopté le 16 mars 2023, très exactement, et par conséquent, c'est quasiment à 1 mois jour pour jour. Le Sénat a adopté en première lecture avec modification une proposition de loi d'un texte qui avait été déposé, alors entre autres par les sénateurs Jean-Baptiste Blanc et Valérie Létard et plusieurs de leurs collègues du Sénat, le 14 décembre 2022. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce projet de loi, mais je vais surtout te parler des actions concrètes que toi, tu peux mettre en place pour aider à ce que ce projet de loi puisse être appliqué d'une part, mais surtout pour que ça aille dans le sens de ce projet de loi. Tu vas comprendre de quoi je parle. Alors d'abord, on va faire un bref historique de ce projet de loi. Et pour ça, on va retourner en 2015, bientôt 10 ans, que le temps passe vite, avec les fameux accords de Paris. Donc lors de ces accords de Paris, il y a des objectifs qui ont été fixés, dont l'un d'eux était une limite de la hausse de la température mondiale à plus de degrés d'ici la fin du siècle. Pareil, si tu ne sais pas de quoi je parle quand je te parle de l'augmentation de la température mondiale, je t'invite à aller écouter l'épisode 14 dans lequel j'explique qu'est-ce que c'est que cette hausse de la température et par rapport à quoi on se réfère. Et donc, en réponse à cet objectif de limiter la température à plus de degrés d'ici la fin du siècle, différents pays, dont la France, ont décidé de mettre sur pied des mesures variées. Et pour la France, ça passe par la création d'une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience. En fait, cette réponse du gouvernement français aux conséquences du réchauffement climatique, elle vise à garantir la capacité des générations futures
à répondre à leurs propres besoins. Cette loi, donc climat et résilience, elle a été adoptée le 22 août 2021 en France, et elle a été même publiée au journal officiel le 24 août 2021. Elle est constituée de 305 articles. Tu pourras aller les regarder si tu veux, je te mets le lien de la loi dans le descriptif. Et il y a de nombreuses mesures en fait, de lutte contre le dérèglement climatique, mais il y a aussi des dispositions qui visent à accroître ce qu'on appelle la résilience de la France face aux effets du dit dérèglement climatique. Il faut savoir que cette loi, et ça, c'est quelque chose que je trouve assez génial, et on pourra en reparler si tu le souhaites. Cette loi, c'est une des actions qui est issue des travaux de ce qu'on avait appelé la Convention citoyenne pour le climat. Tu sais, c'était ce groupe de personnes, cette assemblée de citoyens français, qui a été constituée en octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental, sur demande à l'époque de M. Édouard Philippe, qui était alors Premier ministre. En fait, cette convention citoyenne, elle a regroupé 150 hommes et femmes qui étaient volontaires, donc il y avait tout un panel de volontaires en France, et parmi ce panel de volontaires, il y a 150 hommes et femmes qui ont été tirés au sort parmi la population, et qui avaient pour objectif, alors c'est un peu pompeux, mais je te lis l'objectif officiel, de définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Voilà, ça c'était leur objectif. Bon, pour faire court, ils devaient proposer finalement des mesures concrètes pour permettre que notre émission de gaz à effet de serre en France soit 40% de moins importante que ce que nous avons produit en 1990. Et ça, il fallait atteindre cet objectif de moins 40% en 2030, donc demain, quoi. Et donc, cette convention citoyenne, comme je te l'ai dit, elle a été demandée par M. Édouard Philippe, Premier ministre de l'époque. En fait, elle était surtout une proposition qui avait été émise durant le mouvement des Gilets jaunes, dont tu te souviens certainement, et plus particulièrement par le collectif de ce qu'on avait appelé les Gilets citoyens. Et en fait, c'est suite à cette proposition des Gilets citoyens qu'il y a des personnalités, quelques Cyril Dion entre autres que j'adore, et Marion Cotillard, qui ont rencontré Emmanuel Macron et qui lui ont proposé en fait de mettre en place une telle assemblée pour chercher des solutions sur le référendum d'initiative citoyenne, sur la transition écologique et sur la justice fiscale. Et c'est comme ça qu'en avril 2019, le président Emmanuel Macron a annoncé la création de cette assemblée citoyenne pour constituer ce qu'il avait appelé un début de conseil de la participation citoyenne au sein du Conseil économique, social et environnemental. Alors, cette convention citoyenne, elle a émis de très nombreuses propositions, 149 exactement, que tu pourras retrouver sur le site de la Convention citoyenne pour le climat, dont tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Et puis, si tu souhaites que je te la présente plus en détail dans un épisode dédié, vraiment, n'hésite pas à me le faire savoir par mail ou même directement dans les commentaires. C'est avec plaisir que je ferai un épisode ou plusieurs sur cette convention citoyenne qui a été à l'origine d'ailleurs d'un certain nombre d'autres initiatives dans différents pays européens et à travers le monde. Donc voilà, n'hésite pas vraiment, il est possible que je fasse un épisode dédié. Et donc, c'est suite à cette convention citoyenne sur le climat que la loi Climat et Résilience est née. Et cette loi, en fait, elle a pour objectif, parce que c'est une loi qui existe aujourd'hui, et donc cette loi, elle a pour objectif d'atteindre ce qu'on appelle le double objectif. Le double objectif, c'est réduire de moitié le rythme d'artificialisation nouvelle entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente, donc diminuer par 2 le rythme d'artificialisation nouvelle d'ici 2031 par rapport à la décennie 2011-2021. Et puis, elle doit aussi atteindre d'ici à 2050 une artificialisation nette de 0%. C'est ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette. Donc, c'est-à-dire que tu as au moins autant de surface qu'on appelle renaturée que de surface artificialisée. Et c'est pour tout ça que la proposition de loi a été faite en décembre 2022 pour essayer de répondre à cet objectif fixé par la loi Climat et Résilience en 2021. Voilà. On se perd un peu dans les dates avec tout ça, tu vois. Bref, pour se rendre compte de quoi on parle, il faut savoir qu'on est en train de parler de l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols, c'est quoi? C'est quand un sol qui était très souvent un sol agricole, de la terre, un champ, enfin peu importe,
une forêt également, parce que c'est également ça, eh bien quand on ratiboise tout ça, et puis qu'on fait des constructions, qu'on bétonne, qu'on artificialise le sol, c'est-à-dire qu'il n'est plus naturel. Eh bien, cette artificialisation des sols, au cours de la dernière décennie, il y a entre 20 000 et 30 000 hectares chaque année en moyenne qui ont été artificialisés, principalement d'ailleurs au détriment de surfaces agricoles. Donc, ça veut dire qu'on a eu entre 200 et 300 000 hectares pour la décennie qui vient de passer, qui ont été artificialisés. Alors, si tu compares ce chiffre uniquement à la surface agricole utilisée en France, bon, on peut se dire que c'est peu, parce que celle-ci, elle était d'environ 26,8 millions d'hectares en 2019. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout une question mathématique. L'artificialisation des sols, aujourd'hui, c'est une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Ça a des conséquences écologiques en portant atteinte à la biodiversité, au potentiel de production agricole. Forcément, si tu as moins de terres agricoles, tu produis moins, ça paraît logique. Ça a des conséquences en portant atteinte au stockage de carbone, parce que une prairie va stocker beaucoup plus de carbone qu'un sol en béton qui, lui, n'en stocke pas et d'ailleurs peut même en émettre. Ça augmente aussi les risques naturels en accentuant, par exemple, le ruissellement, parce que, je te reprends le même exemple, une prairie, quand il pleut, tu n'as pas la même quantité d'absorption d'eau qui va être beaucoup plus élevée que lorsque c'est une route ou un bâtiment qui a été construit. Et donc, cette artificialisation des sols, elle a aussi des impacts, ce qu'on appelle socio-économiques, parce qu'en fait, quand la ville, quand l'agglomération s'étale et quand l'étalement urbain il n'est pas suffisamment maîtrisé, en fait, ça éloigne les logements des services publics, ça éloigne les logements de l'emploi, et donc ça rallonge les déplacements des gens, et ça crée aussi, de fait, une dépendance à la voiture individuelle, parce que très souvent, les transports publics ne viennent pas jusqu'à l'extérieur des villes, ou en tout cas, pas dans les espaces plus ruraux. Et donc, pour toutes ces raisons, et puis d'autres que je t'invite à prendre, dont je t'invite à prendre connaissance dans les liens sous l'épisode, le gouvernement français il a adopté le 16 mars dernier cette proposition de loi zéro artificialisation nette. Alors voilà, après l'historique et la création de pourquoi, du comment de cette loi, on va rentrer un petit peu plus directement dans ce qu'on appelle le texte, Alors, dans la loi climat et résilience, les objectifs ils se traduisent finalement par des obligations qui sont applicables à ce qu'on appelle les collectivités territoriales. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État directement, c'est les collectivités territoriales. Et en fait, selon les auteurs de la proposition de loi, 1 an et demi après l'adoption de la loi climat et résilience, donc fin 2022, parce que la loi climat et résilience a été adoptée en 2021, moitié 2021, donc 1 an et demi après, donc fin 2022, l'État il permettait toujours pas aux élus locaux d'anticiper leurs obligations pour la période 2021-2031. L'État s'affranchit de toute responsabilité et il met en fait la lutte de l'artificialisation à la seule charge des collectivités locales. Ça, c'est le reproche que les auteurs de la loi faisaient à l'État. Et donc, ils ont proposé une proposition de loi, justement, qui vise un meilleur partage, finalement, de l'effort de réduction de l'artificialisation des sols entre l'État et les territoires, et puis des conditions aussi adaptées pour permettre aux communes, particulièrement rurales, de pouvoir conduire des projets essentiels à leur développement, et tout ça autour de 4 axes d'action. Donc, ces 4 axes d'action, c'est les suivants. Le premier, c'est favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée. Le deuxième, c'est d'accompagner les projets structurants de demain. Le troisième, c'est de mieux prendre en compte les spécificités des territoires. Et puis le quatrième, c'est de prévoir des outils de transition vers le zéro artificialisation nette. Alors, comment ils ont proposé de faire ça dans le projet de loi ? Eh bien, pour favoriser le dialogue territorial et de renforcer la gouvernance décentralisée, ils ont proposé de prolonger d'1 an le délai de modification des documents régionaux et d'adopter des étapes de la procédure de modification de ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SPRADET. Ça, c'est la première chose pour favoriser le dialogue territorial, de laisser un délai supplémentaire. Le deuxième, c'est de restaurer un rapport de prise en compte, plutôt que de comptabilité, entre les documents régionaux et les documents d'urbanisme locaux. Et enfin, c'est d'instaurer une gouvernance décentralisée du ZAN, donc du zéro artificialisation nette. Ça, c'est pour favoriser le dialogue entre le territoire et renforcer une gouvernance décentralisée. Le deuxième point, accompagner les projets structurants de demain, c'est en prévoyant que les grands projets ils fassent l'objet en fait, d'une comptabilisation séparée et qui ne pèsent pas en fait, sur les enveloppes des collectivités. C'est-à-dire que quand il y a un grand projet régional ou étatique,
ce ne soit pas la commune qui soit pénalisée là-dedans dans la comptabilisation de son ZAN à elle, quoi, de son zéro artificialisation nette. Parce que ce n'est pas juste que la collectivité soit pénalisée lorsque c'est une région ou l'État qui décide d'artificialiser les sols. À ce moment-là, il ne faut pas que ça rentre dans la comptabilité de la commune. Et puis, le deuxième point pour accompagner les projets structurants, c'est de faciliter la mutualisation des projets d'ampleur régionale avec un droit de proposition pour les communes, ce qui est aussi une chose qui soit assez important, mais pas seulement, c'est les communes, mais également les établissements publics de coopération intercommunale qu'on appelle les EPCI. Voilà. Ensuite, pour le troisième point, l'idée c'est de mieux prendre en compte les spécificités des territoires, en prenant mieux en compte les efforts de réduction que chacun a déjà accomplis en fait. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités territoriales qui ont déjà fait des efforts sur un avancement vers une artificialisation des sols moindre, et donc de prendre en compte en fait les efforts de réduction d'artificialisation que ces collectivités territoriales ont déjà faites. Pour avoir une sorte un peu d'équité, si on veut, tu vois. Ensuite, il y a également de garantir à chaque commune une surface minimale de développement communal d'1 hectare. C'est-à-dire que, en fait, une commune qui s'est déjà étendue pendant les 10, 15, 20 ans passés, qui a énormément étendu son truc, si tu lui dis « vous ne pouvez plus vous étendre que de 5%, en fait, si elle s'est déjà étendue de 5000 hectares, si on prend 5% sur 5000 hectares, elle va pouvoir encore s'étendre sur 50 hectares. Une commune qui, elle, n'aura pas fait une extension massive, qui est une commune rurale et qui se sera étendue, je ne sais pas, sur 10 hectares, je prends des chiffres vraiment au hasard pour que tu comprennes, elle s'est étendue de 10 hectares, si tu lui dis également, vous ne pouvez pas vous étendre de plus de 5%, 5% sur 10 hectares, c'est pas du tout le même, il n'y a pas d'équité avec le 5% sur les 50 000 hectares, même si le pourcentage est identique. En fait, le fait que la première commune se soit déjà beaucoup développée, ça veut dire qu'elle va continuer, elle, à pouvoir se développer, alors que celle qui avait décidé de ne pas forcément beaucoup se développer ou qui commence maintenant à se développer et qui était une commune rurale jusqu'à présent, elle n'aura pas l'opportunité de pouvoir le faire parce qu'elle sera limitée par un chiffre qui ne sera pas équitable vis-à-vis de communes qui ont été beaucoup plus développées auparavant. Voilà, j'espère que tu auras compris l'image de ce développement. Une autre chose qui est mise dans ce projet de loi pour mieux prendre en compte donc, les spécificités des territoires, c'est de sanctuariser une part qui soit réservée au développement territorial pour des projets d'intérêt généraux qui n'auraient pas été anticipés ou qui ne rentreraient pas finalement dans les enveloppes initiales affectées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, donc les agglomérations, etc. Pardon. Et puis enfin, de protéger un peu mieux les espaces verts et la nature en ville, donc là vraiment pour les agglomérations, de prendre en compte l'impact du recul du trait de côte et n'empêchant pas, en n'empêchant pas, ce qu'on appelle la recomposition, je vais y arriver, spatiale des territoires, c'est des territoires du littoral. Donc ça c'est pour toutes les problématiques qui sont liées à l'érosion d'une part, côtière, je cherchais le mot, pardon. Donc voilà, il y a des terres qui ont disparu. On dit que depuis environ 50 ans, il y a à peu près 30 km² de terres qui ont disparu en France à la suite du recul de ce qu'on appelle le trait de côte. Donc voilà, ça c'était pour que tu comprennes un peu de quoi on parle quand on parle de l'érosion du littoral. Je vais y arriver. Voilà, et puis quoi te dire encore ? Bien entendu, lorsque on est dans des territoires de montagne ou des territoires ultramarins, il faut prendre en compte les spécificités de ces territoires pour pouvoir avoir un coefficient ZAN, donc zéro artificialisation nette, qui soit cohérent. Et enfin, le quatrième point, prévoir des outils de transition vers le ZAN, c'est d'inciter l'État à transmettre rapidement aux collectivités territoriales des données d'artificialisation complète et fiable, qui soient à jour. C'est de permettre aussi de lutter contre la spéculation foncière et la ruée vers le foncier grâce à une sorte de sursis à statuer ZAN et un droit de préemption ZAN, c'est-à-dire que tu pourrais ouvrir de nouvelles terres ou des choses comme ça pour éviter une inflation trop grande des prix, etc. Et également en prenant en compte dès 2021 les efforts de renaturation qu'ont fait un certain nombre de collectivités.
Alors ça, c'est les grands axes, les quatre axes d'action qui se trouvent dans le projet de loi dont je t'ai parlé et qui a été adopté en l'occurrence en 2023, le 16 mars pour être très précis. Alors parmi l'adoption, il y a également eu des amendements. Alors je te passe le détail, je te mettrai tout ça dans la description de l'épisode pour que tu comprennes les amendements, parce que ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est quelles sont très concrètement les actions que toi tu peux faire. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de sensibiliser au fait que bien que tous les acteurs y soient d'accord pour dire qu'on a été trop loin dans l'artificialisation des sols et que nous devons au plus vite faire marche arrière, cette proposition de loi, elle montre aussi que les solutions, elles existent, mais qu'elles ne sont pas simples. Il y a des contraintes que l'on pose à une grosse agglomération qui a déjà énormément artificialisé ses sols par rapport à un petit village qui souhaite développer un peu ses infrastructures pour répondre à sa population actuelle. Est-ce que ces contraintes, elles doivent être identiques ? Comment on trouve une équité entre les territoires tout en avançant vers des objectifs fixés de réduction de gaz à effet de serre ? En fait, il semble que le changement de paradigme face au dilemme auquel on est confronté, c'est-à-dire un développement infini avec des ressources finies, ce ne soit pas encore complètement résolu, tout du moins au niveau des pouvoirs publics. Alors, comme toujours, moi, ma proposition, elle est de te questionner sur tes choix, sur ce que tu peux, ce sur quoi tu peux agir. Et donc, je t'invite à réfléchir aux actions que tu peux, toi, à ton échelle, mettre en place pour limiter cette artificialisation des sols. Alors, tu peux contribuer à une réduction de l'artificialisation des sols en adoptant des pratiques qui soient plus respectueuses de l'environnement, telles que, par exemple, la réduction de la consommation d'espace en optant pour des logements plus petits, par exemple. Tu peux participer à une rénovation de bâtiments existants et à une réutilisation de friches urbaines. Tu peux faire la promotion de l'agriculture urbaine en cultivant des jardins potagers sur des toits, dans des espaces publics. Tu peux également participer à la création de projets de renaturation de certains espaces urbains, tels que des jardins partagés, des toits verts ou encore des parcs urbains à mettre en place. Et puis, tu peux également participer très concrètement à la surveillance de la consommation d'espace et de l'artificialisation des sols de ta collectivité, de chez toi, en utilisant l'application qui s'appelle SPART, S-P-A-R-T-E, qui est un outil qui est basé sur les données d'observation préconisées dans la loi climat et résilience, et puis tous ces décrets d'application. Et puis, tu peux également participer à des débats publics, à des consultations. Tu peux consulter des documents sur l'urbanisme, tels que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, pour faire entendre ta voix et promouvoir des pratiques qui soient plus respectueuses de l'environnement. Voilà donc pour quelques actions concrètes au niveau individuel. Et pour terminer, je souhaitais te partager un exemple d'initiative qui existe en France et qui contribue à réduire l'artificialisation des sols. Action Cœur de Ville, c'est un programme national qui a été lancé en 2018 en partenariat avec l'État et Action Logement. Et ça vise à redynamiser le centre des villes moyennes qui sont en développement. Et puis, ça développe une nouvelle offre et une offre attractive de logement. Ils vont refaire des bâtiments, ils vont revitaliser des centres-villes pour les différents publics cibles. Et puis, ils vont mettre des commerces, ils vont mettre des activités économiques ou de services. Et puis, pour les propriétaires et les locataires, ça permet aussi d'avoir des biens qui soient un peu rénovés pour les promoteurs immobiliers et les bailleurs. Bref, le programme il a été étendu aux entrées de ville en 2023. Et il propose aux agglomérations et aux villes de devenir des démonstrateurs du zéro artificialisation nette en fournissant un soutien qui est important, qui est durable en matière d'ingénierie et d'expertise. Et donc, je te laisse te rendre sur leur site pour plus d'infos. Alors, c'est pas parfait, bien entendu, parce qu'aucune solution ne l'est jamais. Mais j'aime bien. J'aime bien cette idée de rénover, de réaménager des bâtiments vétustes ou à l'abandon, comme ça a été fait dans certaines villes telles que Fort-de-France ou Dieppe ou encore Quimper. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. C'était un épisode un petit peu plus législatif. Il y avait un petit peu plus de détails, mais c'était pour moi assez important que tu puisses te rendre compte qu'il y a des solutions à la problématique du dérèglement climatique. Il y a des solutions très concrètes qui existent. Et puis, il y a certains textes de loi qui essayent d'aller dans ce sens. Il y en a d'autres qui freinent un petit peu. Voilà, rien n'est simple, il n'y a pas de solution idéale. Mais en tout cas, on a tous un rôle à jouer, je crois, à ce niveau-là. Et comme tu le vois, je te donne des pistes d'action très concrètes que tu peux mettre en place toi-même pour participer et tendre vers ce ZAN, zéro artificialisation nette, d'ici 2050. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne journée. Comme d'habitude, si ça t'a apporté de la valeur, si ça t'a plu et si tu penses que quelqu'un peut être intéressé par ce podcast, partage-le, parle-en autour de toi,
abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Et s'il te plaît, mets des commentaires si ça te motive, de façon à pouvoir faire connaître le travail. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ensemble, impactons demain. Salut!